par des combattants de population. Jean-Germain Ri à l'aéroport international de Douala. 30 ans vient d'être listé. Le bataillon d'intervention des séquestrations captivité de Bagnan dans le département des soins médicaux sophistiqués et ont une loi. The quarterhead money. We never give you money for the guns, so they can't attack we. So we must give that money. Aujourd'hui, ces 12 otages libérés goûtent de nouveau à la sécurité sécuritaire dans ces zones dites anglophones, ces zones dans la ville de Nkosamba. Suivant le commentaire de Jean-Germain Yekna et de Château-Valom-N. Nkosamba, que l'usine de fabrication des armes à découvrir des armes de guerre de type calibre 12 depuis la ville de Nkosamba, chef-lieu du département du et du sud-ouest Cameroun. Nous sommes arrivés sur le lieu, nous avons eu un renseignement contre au commandant de régiment qui nous a donné pour instruction de descendre sur le lieu, de gérer les lieux et de mener le cyclé. Et d'après les renseignements, le propriétaire de l'usine était allumé à cela 2 jours pour s'en prendre à nos éléments. Des groupuscules terroristes. Donc nous sommes donc artisanal d'art avec tous les matériels de fabrication. Donc nous profitons donc parce qu'il s'agit aujourd'hui de tuer des Camerounais, de tuer nos soldats. C'est une affaire en cours, mais soyez sûrs d'une chose, c'est que tous ceux qui sont mêlés, toutes les ramifications seront demandées et nous mettons. Ces derniers temps, dans la ville de Nkosamba et partant. Un problème de panne, comme je suis en train de parler, n'est pas. À présent, restons dans le littoral, mais cette fois-ci dans la ville de Douala. Dit entrée petit coin à plaisir, une dame et son à linge est allé les arracher brutalement à la vie. Le récit des faits avec est insaisissable devant le film d'horreur de son épouse et son fils. À bord d'une moto totalement écrasée par ce camion appartenant à l'entreprise en charge du ramassage du quartier PK11, lieu dit André Mbengue City. Le chauffeur Isaac a maintenant en voulant sortir derrière le camion, derrière le taximan, apparemment a perdu la pression de frein. Dès qu'il a freiné, j'ai compris un bruit. Un bruit. C'est comme s'il a raté la vitesse. Il a fait 2 fois. Quand il a raté, il a commencé à rentrer. C'était très difficile. Et après coup, sur ce tronçon routier, carrefour de Koti, PK14, dans la zone dite Bassa à Douala, où taximens, mototaximens, camions et autres personnels roulent à tombeau ouvert et ne cessent d'endeuiller des familles innocentes. On a les accidents aussi presque chaque semaine, hein. Par semaine même 2 fois ou 3 fois. Et les accidents graves même. Et les accidents où il y a même les morts. Aidez-nous. Notre route est très petite par rapport à la population qui sort de 14. Aidez-nous. Ça fait tuer les jeunes Camerounais comme nous. On se bat seulement comme ça en route. Il faut au moins un petit dos d'âne. D'abord, il y a une station là-bas en bas. Et là, quand la voiture veut sortir, le truc qui vient à Lyon, qui vient avec Vive-à-l'heure, il faut au moins 2 dos d'âne pour éviter ça. Et pensez-nous à étendre la route, pardon. On peut pointer le doigt accusateur sur plusieurs personnes. Le gouvernement, parce que la route est étroite, on n'a pas pensé Douala. 14 Ndokoti, c'est un calvaire. Chacun roule à tombeau ouvert. On n'a pas pensé Douala. C'est pourquoi nous avons certaines situations. Je pourrais encore porter le doigt accusateur sur les conducteurs qui ne sont peut-être pas parfois conscients. Sur nos véhicules également qui ne sont pas entretenus. C'est tout ça qui font la somme. Il faudrait qu'on essaye de revoir ça. Parce que perdre un être cher, c'est perdre beaucoup. C'est perdre trop. Les corps sans vie de Madame Dong et son fils ont été déposés dans une morgue de la place devant le regard médusé des populations de PK11.
Toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée et comme un artiste l'a dit, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses une fois de plus. Les usagers sont interpellés à agir avec beaucoup, mais alors beaucoup de prudence. Et au sujet de cet accident de la circulation survenu justement au quartier PK11 qui a coûté la vie à 3 personnes désormais, puisque d'après des sources récentes, des informations récentes, l'accident aurait coûté la vie à 3 personnes. Un accident donc qui impliquait un véhicule de l'entreprise en charge du ramassage des ordures ménagères. Le conseil de cette société était donc face à la presse cet après-midi pour établir les faits et présenter les condoléances à la famille durement éprouvée. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'écouter Maître Honoré Yumbi Patipé, il est avocat. Justement, je tiens tout d'abord à déplorer que ce type d'événements nous arrive. Je m'incline devant les victimes et j'adresse à leurs familles respectives les condoléances les plus attristées au nom de l'entreprise Isakam. L'accident de ce matin, l'accident mortel ce matin, a été vécu comme un couperet pour nous. Parce que dans l'exercice de ses fonctions, de sa mission quotidienne, un de nos chauffeurs, l'employé, à bord de son camion, ville de Paris, LT 638 IG, a pris sur lui au niveau des PK11 au cours de cette circulation. Malheureusement pour lui, au moment où il a amorcé la montée de la colline, un taxi s'est arrêté subitement devant lui et manœuvrant pour le dépassement et pour s'en aller. Voilà que subitement aussi, de son arrière, quelqu'un avait déjà engagé un dépassement. Le temps de freinage, c'est comme ça que subitement une moto surgit en face et prise de panique du fait de la présence de l'autre véhicule qui dépassait aussi le même camion. Le conducteur de la moto n'a pas pu maîtriser sa moto et c'est comme ça qu'il s'est renversé et est venu rentrer par l'avant de notre camion. Et je tiens à préciser qu'il portait 2 personnes. Et aux dernières nouvelles, avec les constatations faites, c'est d'une dame sur le lieu de l'accident. Et plus tard, les 2 blessés graves qui ont été conduits dans les hôpitaux, d'après les informations que nous avons de la police, jusqu'à cet instant, sont aussi décédés. Donc c'est un accident mortel qui a causé une perte en vie humaine de 3 personnes qui, je pense bien, voulaient aussi aller vaquer à leurs occupations ce matin. Merci de me poser cette question une fois. Je pense que, comme l'association fait le larron aussi aujourd'hui, ça me donne l'occasion aussi de mieux édifier les usagers avec lesquels nous partageons la voie publique, de savoir que nous avons au sein de notre entreprise des professionnels du volant. Je tiens à vous dire que l'entrée à Isakam en qualité de chauffeur est assujettie à un parcours aussi tortueux, différent même, plus dur même qu'un labyrinthe. Parce que partir d'une sélection d'abord pratique sur la connaissance de la conduite en termes pratiques, se retrouver dans une formation théorique. Et parlons à présent de la crise sécuritaire. À ce sujet, un homme religieux réagit. Le prêtre jésuite Ludovic Lado a entamé hier un pèlerinage entre Douala et Yaoundé pour le retour à la paix dans les zones dites anglophones. Il a été stoppé dans sa marche non loin de la ville d'Edea. Priscille Messeni. Le sacrifice que consent le père Ludovic Lado pour la paix, la stabilité et la fraternité au Cameroun. Voilà. Le père Ludovic Lado est aux arrêts. Il est aux mains de la police. Voilà quelques informations qui ont fait la grande une des journaux avec le père Jésus de Lado qui a entamé hier un pèlerinage entre Douala et Yaoundé pour le retour de la paix dans les régions anglophones du Cameroun qui vient d'être arrêté par la police non loin d'Edea. Son périple
n'ira visiblement pas plus loin. En effet, sur son compte Facebook, l'un des réseaux sociaux qu'il utilise, ce lundi 12 octobre 2020, il annonçait aux Camerounais qu'il entamerait un pèlerinage entre Douala et Yaoundé via une marche à pied pour le retour de la paix dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun. Quand vous lirez ceci, je serai déjà en chemin pour faire ma part. Je vous écris fraternellement pour partager avec vous l'esprit du pèlerinage, de la fraternité et de la réparation que j'entreprends à pied ce 12 octobre 2020 de Douala et Yaoundé pour prier, d'une part pour le dialogue, la justice, la paix et la réconciliation dans le nord et le sud-ouest Cameroun, et d'autre part pour faire pénitence pour la réparation des crimes contre la dignité humaine dans ces régions particulièrement. Fin de citation. Bonjour et merci de prier pour nous. Nous le faisons pour la paix, la fraternité dans notre pays. Il faut que cette sale guerre s'arrête, que le sang de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest ne coule plus. Et nous sommes en route pour Yaoundé, non pas pour faire la guerre, mais pour ceux qui ont la possibilité, qui ont le pouvoir d'arrêter cette guerre, de l'arrêter. Nos pieds vont faire mal, mais nos cœurs sont allègres. Et nous marchons pour la fraternité. Priez pour nous et à bientôt. Par la suite, il donnait aussi la symbolique de son action, une marche pour le sang humain qui doit cesser de couler dans notre pays, le Cameroun. Ce dernier revenait aussi sur un droit constitutionnel, celui de manifester pacifiquement au Cameroun, afin qu'il soit respecté. Cette marche était aussi un moyen pour exorciser en lui et en nous le démon de l'indifférence, marché qui n'est pas seulement un droit humain, mais un droit divin. Dans la suite de son poste, le prêtre Ludovic Lado rassurait quand même qu'il était un ardent défenseur de la tenance politique comme indicateur de toute saine démocratie. Il ne marche pas pour le départ de ceux qui sont au pouvoir, c'est le rôle des politiciens selon ces derniers. Sa marche symbolisait aussi la libération de tous ces détenus arrêtés lors des manifestations du 22 septembre. Dans une de ses publications, il évoque la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. Cette loi qui est signée par le président de la République Paul Biya, ils ont violé mes droits civiques. C'est le message publié par l'abbé Ludovic Lado sur son compte Facebook ce mercredi matin, et sur ce réseau social, il annonçait naturellement sa marche qui selon lui est un droit divin et qui sera un délit au Cameroun. Parlons à présent des expatriés de l'immigration clandestine. 81 Camerounais expulsés des États-Unis d'Amérique ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport international de Douala. Ils sont arrivés par un vol spécial. Ils avaient décidé de partir prétendument du Cameroun pour fuir la crise anglophone. Retour donc sur les circonstances de leur rapatriement. C'est un vol particulier qui est attendu ce mercredi 14 octobre 2020 à l'aéroport international de Douala. 81 Camerounais, issus majoritairement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, accompagnés de 4 médecins et infirmiers ainsi que des éléments de sécurité, sont à bord du vol spécial. Selon des sources décentes, ils étaient environ 126 Africains qui avaient au départ été interpellés. Les Camerounais avaient émigré clandestinement aux États-Unis avec pour raison de tenter de fuir la crise sécuritaire dans les régions anglophones. Ils seraient passés par le Guatemala et le Mexique avant de pénétrer sur le territoire américain. Hélas, mal leur en a pris, parce qu'ils ont dû tout de suite, à leur arrivée, être heurtés par les dures réalités du terrain. Après avoir été soumis à plusieurs contrôles, ils ont tout de suite été perquisitionnés, faute de papiers ou de documents justificatifs de leur présence en terre américaine. Ce soir donc, ils sont de retour au Cameroun, leur pays natal, où ils seront assistés par les services sociaux, question de leur assurer une meilleure insertion. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'une vague de jeunes Camerounais est expulsée par un pays étranger. Il y a tout juste presque 2 ans, en octobre 2018, 121 Camerounais rêvant d'atteindre le continent européen
avaient été rapatriés de la Libye par l'Organisation internationale de l'immigration. Ce qui n'est pas de nature à être en honneur pour les dignes fils du président Paul Biya. Toutefois, il est légitime de se demander pourquoi toujours l'espérance d'une vie meilleure, le regard tourné vers d'autres horizons. À qui la faute? Réponse, comme on le dit souvent dans le jargon populaire africain. Lui, le grand barbu. Et aux dernières nouvelles, d'après des sources sûres, il serait donc finalement arrivé au nombre de 57, donc 27 femmes et 35 hommes. Actuellement, ils sont donc en exploitation à l'aéroport international de Douala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, à présent, intéressons-nous à cette sortie du ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans la production des dons de qualité, des demandes de qualité de la commande publique. Célestine Ketcha-Courtes a donc instruit la mise à niveau de tous les acteurs de son département ministériel, Jean-Oscar Libok et Mohamed Issoumba depuis Yaoundé. De mettre en œuvre l'approche de rédaction des dossiers standards. La ville connaît pas mal de difficultés liées à la réalisation objective des métiers qu'elle procure. À cet effet, les cadres des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Habitat et du Développement urbain sont appelés à changer la donne en s'arrimant aux procédures réelles et efficaces à l'élaboration des cahiers de charges et montage des dossiers d'appel d'offres. Et pour cela, les différents intervenants doivent se mettre à niveau. Ainsi en a décidé Célestine Ketcha-Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, que représentait le secrétaire général au lancement des travaux. Vous savez justement, une institution comme le ministère ne vaut que ce que valent les hommes qui l'animent. Et plus ces hommes sont mieux formés, plus les résultats sont attendus seront meilleurs. Les problèmes de passation des marchés techniques, de marchés publics, c'est une question technique et les personnels qui nous parviennent ne sont pas toujours aguerris, ne sont pas déjà préparés dans les administrations d'où elles viennent. Donc il y a un besoin important qui se fait ressentir, il faut les former pour qu'ils justement ils comprennent l'univers dans lequel ils doivent se mouvoir. Faire face aux difficultés récurrentes dans le processus de commande publique, exécuter au mieux les chantiers entamés, cela devait être leur cheval de bataille. Pour que effectivement les marchés soient régulièrement et bien passés, qu'ils soient passés à temps, qu'ils soient programmés et que nous atteignions la performance. Parce que de toutes les manières, quand on parle de sous-consommation de crédit, quand on voit des chantiers qui sont abandonnés, quand on observe des chantiers ou alors des ouvrages qui sont mal réalisés, effectivement, la cause est dans la mauvaise élaboration des documents, des cahiers de charges ainsi que des dossiers d'appel d'offres. Le défi est énorme pour l'atteinte de ces objectifs et pour cela, le MINDI entend tout mettre en œuvre pour se mettre à la page de la modernité dans le domaine de passation des marchés et de leur exécution. En éducation, une école propre et à l'abri du Covid-19, voilà le message phare de Pauline Nalova Lyonga au cours de sa visite de travail ce jour à Douala. Elle a également profité de l'occasion pour la communauté à inviter. Elle a profité de l'occasion pour éducative à plus de responsabilités et au respect scrupuleux des mesures barrières qui ont été dictées par le gouvernement. Patrick Guagnan pour les détails. Un campus scolaire propre sur le Val Lyonga, aujourd'hui en visite de travail à Douala. Cette année scolaire 2020-2021 est placée sous le thème enseignants, élèves et parents, ensemble autour du Covid-19, institution d'un nouveau paradigme. Dans ce processus de révalorisation de l'éducation nationale et de lutte contre le coronavirus, le concept de mi-temps et son corollaire éducation à distance s'impose comme une nécessité. Et maintenant qu'on a réouvert l'école, il faut continuer dans cette direction parce qu'il n'y a pas une autre option. On l'a arrêté de manière accidentelle du fait du Covid, mais le distance education est aussi un signe de modernité dans le décider qu'on puisse les reprendre en tenant compte des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Et parmi ces mesures barrières, il y a le fait que on ne doit pas avoir
des foules nombreuses qui sont agglutinées à un seul endroit. C'est pour ça que pour le Cameroun notamment, on a mis sur pied le système où chaque classe doit avoir au plus 50 personnes. Mais j'y viens, parce que c'est la troisième question. Comment est-ce que le distance education va impacter l'approche pédagogique? Eh bien, il faut toujours avoir en fond de pensée la question du Covid. Le problème que le distance education adresse, c'est le problème du coronavirus, de la lutte contre le coronavirus. Alors, pour pouvoir lutter contre le coronavirus, on met sur pied le distance education, et le distance education, lui, est à comprendre en cohérence avec le shift system. Le shift system, c'est le système de mi-temps. Pourquoi ce système de mi-temps? Comme je viens de l'expliquer, parce qu'il faut éviter que plusieurs personnes ne soient agglutinées à un seul endroit, ce qui faciliterait le risque de contamination. Au cours de cette réunion de concertation tenue ce même jour entre le MINSEC et la communauté éducative du littoral, aux côtés des autorités administratives de la ville, il était question d'évaluer le nouveau système éducatif mis en place. Pauline Nalova-Lyonga a également félicité la communauté éducative du littoral pour la bonne application des institutions et réaffirme sa volonté de voir des campus propres, enracinés dans la culture nationale et ouverts au monde. Sport préparatif. Championnat d'Afrique des Nations, les Lions A' du Cameroun inquiètent après une série de 3 matchs amicaux disputés ce mois d'octobre. Les poulains de Yves Clément à Roga n'ont encore enregistré aucune victoire. La tanière est envahie par d'autres problèmes qui perturberaient la préparation sereine des A' camerounais. Plus de détails avec Zobel Apollinaire. 3 matchs disputés, une défaite et 2 matchs nuls. C'est le bilan des A' camerounais de ce mois d'octobre 2020. Pour leur première sortie en amical, Yves Clément, Aroga, Asensio et ses poulains ont été dominés par la Panthère sportive d'Undé, 0 but contre 1. Face à la modeste formation du Soudan du Sud, ils se sont illustrés par un score nul et vierge, des 0 buts partout, en aller et retour. Ces résultats peu satisfaisants ne sont que la résultante d'une équipe mal en point à la recherche de ses repères. Techniquement, tactiquement et même physiquement, les A' camerounais n'ont véritablement rien montré au cours de ces 3 rencontres. Les choix à tâtons du coach Yves Clément Aroga sont aussi la preuve que le Cameroun va droit au mur. À ces contre-performances qui inquiètent sérieusement, à quelques 3 mois du début du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun, viennent s'ajouter des problèmes d'ego. Yves Clément Aroga et les superviseurs mis à ses côtés par le ministre des Sports et de l'Éducation physique se regardent désormais en chien de défaillance. Les pratiques de sorcellerie et autres maraboutages auraient fait leur nid au sein de la tanière. C'est donc désormais dans ce climat délétère que le Cameroun prépare le championnat d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi sera donné au mois de janvier 2021. Et pour l'heure, rien ne se dessine encore en ce qui concerne ces joueurs qui pourront valablement représenter le Cameroun à cette compétition. En France, santé face à la deuxième vague de contagion forte due au coronavirus. Emmanuel Macron, président français, va s'adresser au peuple ce soir, sans doute pour les inviter à un respect plus accentué des mesures barrières. Suivons le commentaire de nos confrères de France 24. C'était le 12 mars dernier, première déclaration solennelle du chef de l'État. Mes chers compatriotes. Et première mesure spectaculaire. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. 4 jours plus tard, face à la gravité de la crise sanitaire, nouvelle intervention sur un ton martial. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il martèle cette phrase à 6 reprises. Cette fois, il annonce un confinement général
et la suspension des réformes en cours, dont les retraites. La France est en guerre et le président sur le front dans le Grand Est. Il vient soutenir les militaires qui ont déployé un hôpital de campagne et rendre hommage aux soignants. La nation tout entière est derrière eux, reconnaissante. 3 semaines plus tard, changement de ton, fini le vocabulaire guerrier au profit d'un discours plus protecteur. C'est l'annonce d'un déconfinement progressif. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Bars et restaurants pourront bientôt rouvrir. Le retour au travail s'organise. Mi-juin, Emmanuel Macron veut se tourner résolument vers l'avenir. Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail. Et le 14 juillet, il affirme sa volonté de continuer les réformes. Bonjour. Ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, de destination finale, qui est d'avoir une France forte, c'est de changer de chemin pour y arriver. Le chef de l'État veut laisser alors son nouveau Premier ministre en première ligne pour gérer la crise. Mais aujourd'hui, il est contraint de reprendre la main. De l'État français s'adresse donc actuellement à son peuple. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et c'est à travers ce reportage que nous refermons cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne soirée sur les antennes de la télévision du Monde. À ne pas manquer le rendez-vous 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Ce sera une présentation de Frédéric Moutomet. Il sera retransmis simultanément sur la page officielle LTM TV via le réseau social Facebook. Bonne soirée à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera à 19h45. LTM, la télévision du monde inspirée par vous.